Je m'appelle Bernard Darbord, je suis professeur émérite à l'université dans cette université Paris-Nanterre. Donc émérite, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite en 2013. Et donc les souvenirs, les données que je vais évoquer donc, sont assez anciennes, puisque j'ai soutenu deux thèses. À l'époque, après mes études universitaires, il restait encore deux thèses à faire, qu'on appelait la thèse de troisième cycle. C'était une thèse sans doute d'une moins grande ampleur que l'actuelle thèse de doctorat. Et ensuite, j'ai soutenu une thèse qui s'appelait de doctorat d'État, dont c'est un processus qui a été supprimé quelques années plus tard. Le titre de ma thèse de troisième cycle, soutenue en 1975, était Relations casuelles et études textuelles, Don Juan Manuel El Conde Lucanor. Je vais dire en quoi ça consiste. Et ma thèse de doctorat d'État, soutenue quelques années plus tard, s'appelait Sémantique de langue et sémantique textuelle, Poema de Miocil, Poema de Fernando González. Alors, pour répondre un peu à la question qu'on peut se poser, et pour que mon parcours soit bien compris, je répondrai à quelques questions. D'abord, oui, ma thèse est l'aboutissement d'un parcours dit traditionnel, dans la mesure où j'ai fait mes études en France, j'ai fait ma licence, ce qu'on appelait la maîtrise, hein, à l'époque. D'ailleurs, c'était un nouveau nom. Depuis 2 ans, on parlait de maîtrise, alors qu'avant, les étudiants passaient un diplôme d'études supérieures, un DES. Et ensuite, donc, le doctorat et parallèlement l'agrégation. Je dis que je suis le produit d'un parcours traditionnel et je voudrais développer également l'intérêt de tous ces parcours atypiques. Hein. Par la suite, j'ai dirigé 27 thèses et parmi ces 27 thèses, beaucoup étaient des étudiants venant par exemple de l'enseignement espagnol, d'autres enseignements. J'ai eu un ingénieur à l'EDF, informaticien et grand mathématicien, et ces parcours donc non traditionnels, je les ai trouvés toujours très très intéressants, et en particulier le cumul peut-être de la formation de philologia hispánica et l'information que nous pouvons donner nous-mêmes a toujours donné de très très bons résultats. J'ai dirigé la thèse de Marta López Izquierdo, César García de Lucas, Alejandra Barrio, Mercedes Vanegas Saurín, Manuel Martinez, cet ingénieur à l'EDF qui a fait l'une des plus belles thèses que j'ai jamais dirigées, enfin les autres c'était très bonnes. Donc voilà, j'ai été comblé par ce que m'ont apporté mes propres doctorants. L'élément déclencheur de ma thèse, ça a été certainement mon admiration pour Bernard Potier, pour mon maître Bernard Potier, qui était l'ami de mon père, qui lui-même était professeur d'université. D'autre part, il y a eu tout un concours de circonstances. J'ai surtout suivi son cours magistral de lexicologie à la Sorbonne, qui ne s'appelait pas encore Paris 3 ni Paris 4, c'était la Sorbonne. Et bref, après avoir passé l'agrégation, je me suis adressé tout naturellement à lui. Je me suis adressé à lui, malgré tout, avec un petit peu de méfiance, dans la mesure où je ne voulais pas être linguiste pur, spécialiste en sciences du langage. Et c'est pour cela que j'ai toujours essayé d'éviter le tunnel méthodologique, qui fait qu'on reste toujours dans un même domaine, et la monoformation. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, mon père a été un exemple, et malgré tout, je peux le dire. Et j'ai donc essayé d'apporter mon bagage sur la littérature du Moyen-Âge, sur d'autres questions, et j'ai cherché à appliquer ce bagage à mes réflexions, les réflexions que je pouvais mener avec Bernard Potier. Et en particulier, dans un premier temps, ces questions concernant l'énonciation, et ça a été en particulier le contenu de ma thèse de troisième cycle en études ibériques.
À l'époque, d'autre part, et je dirais par la suite, enfin, dans les années qui ont précédé, qui m'ont mené à l'élaboration de ma thèse d'État, les questions du langage, les opérations de transfert sémantique qu'il impliquait étaient vraiment très à la mode. On parlait beaucoup des travaux de Jacobson, de Albert Henry, de Michael Rifater, un Américain, qui étaient très en vogue. Et j'ai essayé à l'époque donc de réfléchir sur ces éléments, les éléments de base du langage que sont la métaphore et la métonymie. Et c'est pour cela que ma thèse a porté principalement sur le poème d'Émile, sur l'épopée castillane, également sur le poème de Fernando González, qui a des racines épiques, mais qui a été rédigé par un clerc. Et donc, j'avais observé, je trouvais que c'était une grande découverte à l'époque, que le langage du jongleur était intégralement, strictement fondé sur la métonymie. On peut lire, j'ai relu le poème d'Émile, je n'ai pas trouvé une seule métaphore, et j'ai voulu développer enfin, cet aspect. De même, la langue du clerc, en somme, l'auteur de Fernando González, était en somme du même acabit. Au fond, ça a donné un ensemble, je dirais, je ne sais pas si, comment le dire, mais enfin, assez nouveau, personne ne l'avait développé sous cet angle, au point que Bernard Potier, en 1979, m'a dit, de façon un peu rapide pour moi, m'a dit de soutenir. C'est pour cela que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État plus tôt que ne le faisaient la plupart de mes collègues. Alors, mes deux thèses ont été rédigées par moi, bien sûr, mais plutôt dirigées par Bernard Potier. Mais parallèlement, pour répondre à une question qui m'est posée, j'ai essayé toujours de m'entourer de maîtres que j'estime exceptionnels, hein, Paul Tessier, qui était un lusitaniste, Maurice Molot, qui m'a beaucoup apporté, Jean Roudil également. Voilà, j'ai toujours essayé de suivre Bernard Potier tout en essayant de retrouver, de chercher chez les autres ce qu'il pouvait m'apporter. Et j'ai pu regarder peut-être cette faculté d'admiration, peut-être. Ça m'a aidé bien après. Longtemps après ma thèse, j'ai connu Claude Brémond, Jean-Claude Anscombre, depuis un certain temps Francisco Rodríguez Adrados, qui est un professeur espagnol, grand spécialiste de la fable, et qui sans doute a déterminé beaucoup de mes derniers travaux concernant la fable et la parémiologie. Voilà, pour dire qu'il ne faut surtout pas c'est un conseil qu'on peut jamais s'arrêter après sa thèse et continuer de faire de la recherche de la même façon, peut-être après avoir appris beaucoup lors de la thèse. Je voulais peut-être répondre à une question sur les difficultés que j'ai rencontrées au cours de ma thèse. Ben, je dirais, moi, que j'ai assez facilement cumulé recherche et enseignement. Pendant ces années d'élaboration, j'ai été durant 4 ans professeur au lycée, à Paris, professeur au lycée Buffon. Et puis j'ai été ensuite assistant à la Sorbonne. À l'époque, on était assez poussé par... on voulait finir assez vite parce que on avait peur, nous avions peur pour notre statut. Le statut d'assistant était un statut précaire et il fallait au plus vite, je dirais, il était très conseillé de terminer vite sa thèse de 3e cycle. Il était bon de commencer par une thèse de 3e cycle pour cette raison, afin de devenir maître assistant et donc titulaire dans l'enseignement universitaire. 2 ans après la soutenance de ma thèse de doctorat d'État, je suis devenu professeur à l'université de Caen en 1981. Je crois que les nouvelles structures, équipe d'accueil, école doctorale, la participation précoce des doctorants à des colloques, à ces réunions, ces doctorales, ça me paraît extrêmement intéressant. Ces missions financées qui aident aujourd'hui les jeunes doctorants, c'est extrêmement intéressant, ça n'existait pas de mon temps.
ça n'existait pas de mon temps. Et mon père me rappelait d'ailleurs que par le passé, bien souvent, la recherche était séparée de l'activité universitaire et beaucoup de grandes thèses ont été rédigées par des professeurs de lycée qui sont restés professeurs de lycée. Et les étudiants, nos étudiants continuent de travailler sur la grammaire de Bouzé, hein, Jean Bouzé. Jean Bouzé a fait toute sa carrière professeur au lycée Jacques de Cour. Il a eu Bernard Potier d'ailleurs comme élève. En revanche, en un sens, le travail était plus libre de mon temps. La bibliographie peut-être était moins prégnante. Les libres initiatives étaient plus faciles, peut-être. Aujourd'hui, l'accès à Internet a transformé, en bien d'ailleurs, hein, le travail du chercheur. Je voulais signaler d'ailleurs que mes deux thèses ont été tapées à la machine, hein, une machine Olympia, ce qui faisait que le travail était totalement différent. Le travail d'écriture était totalement différent et il fallait travailler, se préoccuper de choses, ponctuation, orthographe, correction, une rature, mais il fallait refaire la page pratiquement bien souvent. Donc ça c'est très important. Ah, je voulais ajouter également, j'aurais pu le dire d'ailleurs, mon mémoire de maîtrise a été dirigé par un autre professeur qui m'a beaucoup apporté, c'est Robert Ricard. Robert Ricard, je voulais dire deux choses à son sujet. D'abord, comme Maurice Mollo, c'était un écrivain. Il avait ouvrez un livre écrit par Maurice Mollo, un livre écrit par Robert Ricard, n'importe quel paragraphe, et vous allez être surpris par la qualité, par cette expression, on la reconnaît. Et d'autre part, Robert Ricard avait une particularité qui m'a été signalée par la biographie écrite par son fils, que j'ai lu des années plus tard. Le père de Robert Ricard était un typographe. Et si Ricard était si pointilleux sur tout ce qui concerne la présence d'une virgule, la place le rôle de la ponctuation, il disait lui-même que ça venait de son père qui était typographe. Un métier d'ailleurs qui a aujourd'hui disparu. Alors, la soutenance, je crois que la soutenance des thèses intéresse beaucoup, bien sûr, les doctorants. Il y avait 3 membres du jury pour la thèse de 3e cycle. Ces 3 membres du jury étaient Bernard Potier, Maurice Mollo et Jean Roudil. Pour ma thèse de doctorat d'État, les 5 membres de la thèse étaient Bernard Potier, Maurice Mollo, Jean Roudil, Pierre Hugat, un professeur de Bordeaux, que je garde un très très bon souvenir également. Vous pouvez retrouver notamment, c'est lui l'éditeur de la Célestine, la traduction de la Célestine, et Patrick Charodeau, qui est encore aujourd'hui bien, je veux dire, pas en exercice, il est bien sûr à la retraite, mais il continue de travailler, de voyager beaucoup. Ces 2 thèses m'ont beaucoup apporté. Je garde un souvenir ému de ma thèse de doctorat d'État, parce que c'était dans un grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'était impressionnant, beaucoup de monde était venu, et c'était une soutenance à l'époque, ça a duré 5 ou 6 heures, ça commençait à 14 heures, et puis je crois qu'on a dû terminer peut-être vers 19 heures, un état de grande tension, de grande joie, d'inquiétude, et c'est une soutenance qui continuait de se passer dans toutes les nuits qui ont suivi. J'étais réveillé par une idée que j'aurais pu dire. Je crois que c'est quelque chose qui arrive à tous les doctorants quand ils soutiennent leur thèse. À l'époque, une thèse se soutenait. Qu'est-ce que cela représentait? Je crois que cela pouvait représenter 2 choses.
d'abord l'aboutissement d'un travail, une formation, une initiation et donc une formation, et puis ensuite peut-être un travail qui devait être publié, qui devait être donné à lire. Dans mon cas, j'insisterai beaucoup plutôt sur la formation. Je crois que j'ai moi-même beaucoup appris, et c'est plutôt dans mes travaux ultérieurs que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense que c'était un peu dans le cours des choses, et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe quand un doctorant soutient sa thèse et qu'ensuite il est amené donc, à publier des articles, à faire des travaux monographiques en vue de l'HDR qui n'existait pas de mon temps donc, et qui correspond véritablement à l'essentiel de sa production. Ce travail monographique qu'en vue de l'HDR on soutient doit représenter, je dirais, le véritable aboutissement de sa formation. Ne jamais se satisfaire de ses acquis. Puis l'exemple que je me donne quelquefois, c'est celle de mon ami Gilles Luquet, qui est professeur de linguistique, et qui est également maintenant à la retraite. Lui, alors, il a été encore plus révolutionnaire que moi, puisqu'il a soutenu sa thèse, il a publié, d'ailleurs une thèse exceptionnelle sur le subjonctif espagnol, et puis au bout de quelques années, il a refait sa théorie. Et puis donc il ne voulait plus entendre parler à tort d'ailleurs, tout à fait à tort. Je me demande même si les éléments de sa thèse sont... Bref. Mais c'est intéressant quand même de souligner le parcours intellectuel, et c'est plus sur ce parcours intellectuel et sur la production que l'on propose tout au long de sa carrière que l'on doit être jugé. Je trouve que les jeunes doctorants actuels sont très talentueux, et mon impression de professeur, c'est que chacun progresse énormément d'année en année, ce qui fait que notre système universitaire actuel doit être bon. Je trouve, pour ma part, j'ai toujours trouvé, au cours de mon enseignement à Nanterre, que le master est une réussite pédagogique. Je trouve que un étudiant progresse de la première à la deuxième année, à la troisième année, à la licence, et puis ensuite on découvre des résultats au niveau du master que l'on n'attendait pas du tout auparavant. Le master est une réussite pédagogique, de même que la préparation à l'agrégation. Il faut savoir travailler efficacement, donc écrire, réécrire, s'ouvrir aux données nouvelles, ne pas se réduire au seul conseil avisé de son directeur. Et puis également, peut-être, ne pas réduire son panorama au seul hispanisme. Avoir notamment un profil, peut-être, c'est intéressant, de romaniste. Pour ma part, le portugais m'apporte beaucoup. Et l'ouverture transdisciplinaire est un bienfait. Littérature, linguistique, histoire de la langue, narratologie, parémiologie dans mon cas. Surtout ne pas se réduire à une seule de ces disciplines, car on apprend toujours beaucoup auprès des autres, et notamment des autres issus d'autres disciplines. Au fur et à mesure que l'on avance, eh bien, on a l'impression de s'améliorer malgré tout. Certaines choses se décantent, et il y a quelque chose, oui, qui m'a toujours poussé à aller un peu de l'avant, et je crois peut-être que j'écris peut-être aujourd'hui plus simplement, que du temps de ma thèse, bien que Jean Roudil m'avait dit lors de la soutenance que j'étais toujours très très clair dans mes explications, donc j'en étais très content. Et juste après, Maurice Molot a dit « Bernard, vous êtes très clair, toujours très clair, trop clair ». Et il voulait dire que quelquefois, les choses étaient plus compliquées que ce que j'en disais.